Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de faire un peu un point front pour savoir où est-ce qu'on en était notamment sur le front de Soumis qui, comme vous le savez, est un front très dynamique, mais on a eu plusieurs news dernièrement qui allaient dans le sens que les Ukrainiens étaient sur le point d'arrêter l'avancée russe dans la région. Alors ce sont des déclarations de Zelensky et de Syrski, donc le chef des états-majors ukrainiens, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais selon eux la situation serait stabilisée et les forces russes auraient été arrêtées à 20-25 km de la ville de Soumy. Alors, il est très important de prendre en compte que, avant de s'intéresser plus en profondeur sur les cartes, parce que les cartes nous indiquent en effet qu'il y a une stabilisation générale du front, même si le front reste quand même très dynamique dans la région de Soumy. Le but initial des Russes, alors bien sûr, il y a une volonté, je pense, générale de vouloir prendre toute l'Ukraine, ou en tout cas détruire l'Ukraine d'un point de vue politique et mettre fin à l'indépendance ukrainienne ou du moins mettre fin à une Ukraine indépendante de la Russie. Mais d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, la volonté des Russes en lançant cette offensive était bien sûr de forcer les Ukrainiens à maintenir une force de réserve assez importante sur ce front, force de réserve qui ne pourra pas être déployée notamment sur le front du Donbass comme Pokrovsk, Chassivyar, Toretsk, où il y a les combats les plus importants. Plus de 70% des assauts de ce mois-ci sont dans l'oblast de Donetsk. Donc le Donbass reste quand même l'objectif principal des Russes dans cette guerre-là. Donc il y a une volonté des Russes d'attirer un maximum de troupes ukrainiennes sur le front de Soumy, sur le front de Kharkiv également, pour pouvoir justement les désengorger du front du Donbass, même si bien sûr pour les Russes c'est aussi un pari qui est à double tranchant, parce que tous les hommes qui mettent à Soumy à Kharkiv et qui perdent à Soumy ou à Kharkiv, ce sont des hommes et du matériel qui ne pourra pas être utilisés bien évidemment pour pousser plus en avant dans le Donbass. Donc c'est bien sûr un équilibre important à avoir. On va maintenant venir aux cartes. Avant de commencer par contre, je m'appelle Joseph Roche. Je suis correspondant en Ukraine et sur cette chaîne, je parle de politique et de géopolitique. Et si ça vous intéresse, j'ai un compte Substack sur lequel je partage mes reportages beaucoup plus dans un style roman littéraire, roman journalisme. C'est aussi un moyen de me soutenir financièrement. Les articles sont gratuits, mais il y a une option payante si vous voulez me soutenir financièrement. Mais sans plus tarder, revenons aux cartes. Donc, on va commencer avec la carte de Deep State qui est plus ou moins mise à jour. Donc, on va revenir un peu en arrière. Donc là, on est le 6 juin. L'offensive russe à Soumy a commencé fin mai, plus ou moins. Donc là, on est le 19 mai. Donc on a commencé à avoir une avancée non négligeable des forces russes dans l'oblast de Soumy. La volonté des Russes aussi, c'était de se prémunir d'une potentielle invasion terrestre depuis l'oblast de Soumy, comme ça a été le cas lors de l'offensive ukrainienne dans l'oblast de Kursk, parce qu'il est important de préciser que l'offensive ukrainienne dans l'oblast de Kursk a commencé depuis Soumy. Comme vous le voyez sur la carte, il y a la route de Yukhanivka qui remonte jusqu'à Soudja, qui était un peu la place forte que les Ukrainiens avaient réussi à tenir pendant assez longtemps, jusqu'à ce que les forces russes arrivent à en déloger les Ukrainiens. C'est aussi une manière potentielle de se prémunir d'une attaque ukrainienne sur son territoire. Quoi qu'il en soit, c'est que comme vous voyez, ça fait plus ou moins une semaine que le front n'a pas trop bougé. Donc la stratégie des Russes est vraiment de prendre, pour commencer, Yukhanivka, qui est plus ou moins presque sous le contrôle des Russes actuellement, et ça a été aussi confirmé par des 1000 blogueurs russes comme Rybar. Et il y a aussi la volonté de prendre Andriivka, qui est ici, parce que la prise d'Andriivka permettrait de descendre sur Khotyn, et une fortification au bord de la rivière ici de Khotyn permettrait aux Russes d'avoir des fortifications naturelles suffisamment bonnes que pour pouvoir s'enterrer sur cette partie du front. Et dès qu'ils sont enterrés sur cette partie du front, ils peuvent sans aucune difficulté, aussi bien avec des drones FPV ou même de l'artillerie, attaquer Soumy. La logique ici des Russes n'est en aucun cas de prendre la ville de Soumy. Je pense qu'il n'y a pas la force de manœuvre nécessaire que pour pouvoir prendre une ville comme Soumy. C'est une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Je pense qu'on est autour de 200 000 habitants actuellement dans la ville de Soumy. Mais c'est mettre pression, une pression assez importante sur le gouvernement ukrainien.
La logique en prenant Yunakivka est plus ou moins la même. Ça permettrait aussi d'attaquer avec certaines formes d'artillerie. Alors pas avec des obusiers de 155 mm, mais plus par exemple avec des missiles Grad. Donc si on regarde un peu la portée des obusiers par exemple. Donc si on prend un classique 155 mm qui est un peu l'épine dorsale de l'artillerie russe, donc un M777 qu'on met ici, on va prendre celui-là, il a une portée de 22 km, donc vous voyez, il n'est pas assez proche que pour pouvoir frapper la ville de Soumy. Qui plus est, il est important de prendre en compte qu'en général, on ne met pas les pièces d'artillerie en ligne 0. Les lignes d'artillerie, on va plus les mettre, par exemple, je ne sais pas, en ligne 3. Donc on prend le M77. Bam, bam, bam. Donc voilà, on est quand même relativement loin de la ville de Soumy pour pouvoir la bombarder. Par contre, si les Russes arrivent à prendre Khotyn, alors là, c'est une autre histoire, parce que ça leur permet, pour le coup, d'avoir une portée beaucoup plus importante sur la ville, avec Soumy qui sera vraiment dans la ligne de mire de l'artillerie russe. Et on a vu ce que les Russes ont fait à Mariupol. On pourrait se retrouver dans un scénario Mariupol où la ville est complètement détruite avec un flux important de réfugiés qui s'enfuiront dans l'ensemble du territoire ukrainien, rajoutant encore plus de pression sur le gouvernement ukrainien et aussi tout simplement permettant, parce que c'est plus simple d'avancer dans des villes qui sont peu peuplées, permettre une potentielle offensive terrestre russe dans la ville de Soumy, même si moi, à titre personnel, je ne pense pas que ce soit vraiment possible. Et surtout, de manière générale, je ne pense pas que ce soit l'objectif. L'objectif, c'est de mettre une pression supplémentaire sur le gouvernement ukrainien en peut-être potentiellement détruisant la ville et aussi en forçant les Ukrainiens à maintenir une force de réserve assez importante dans cette région-là. Après, en ce qui concerne l'avancée sur typiquement Yuknakivka, Olysivka, Krendativka, l'inconvénient, c'est que dans cette logique, il y a la possibilité d'utiliser des missiles Grad qui ont, certains ont des portées de 40 km. Donc si on revient sur notre map, on va essayer de zoomer pour voir un peu la vie. Voilà. Donc des missiles Grad à Yuknakivka ou par exemple Olysivka, Krininka, là on peut frapper Soumy. D'ailleurs, c'est des missiles Grad qui récemment ont frappé la ville de Soumy et ont fait pas mal de morts civiles. Surtout que l'avantage des missiles Grad, c'est qu'ils sont très mobiles. Ce sont des camions avec des lance-roquettes portées. Ils sont très mobiles, donc ils peuvent tirer, se retirer pour éviter la contre-batterie. C'est pas du tout la même chose que par exemple un canon M777 qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile à déplacer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pose un problème, sans parler bien évidemment de la question des drones, parce que les drones de manière générale, alors il y a plusieurs types de drones, mais si on met les drones autour de Khotyn, déjà on permet de faire un rayon d'action assez important. Mais surtout, il y a des drones, notamment les drones à fibre optique, qui peuvent aller jusqu'à 20, 30, 40 km même. Du coup, ça mettrait bien sûr, encore une fois, l'Ukraine sur beaucoup de pression. D'où le fait que les Ukrainiens essayent vraiment de manière assez prioritaire de désengorger cette contre-offensive russe. Et là, ça nous renvoie à une nouvelle carte où justement les Ukrainiens ont réussi à faire des contre-offensives relativement couronnées de succès pour l'instant. Alors comme on le voit, c'est un front qui est très dynamique. Donc chaque petit logo correspond à une attaque. Par exemple, ça c'est une attaque russe sur la ville de Khotyn. Donc on est le 9. Et comme vous voyez, donc là on a Andreevka, qui est un peu la route qui va mener sur Khotyn. Et on voit que les Ukrainiens, là, Ukrainian Drone Attack, et on voit que depuis le 12 juin, les Ukrainiens ont fortifié et ont réussi à repousser les Russes. Donc je reviens, on revient en arrière, 10, 11, 12, 13. Voilà, on voit que les Ukrainiens ont réussi à repousser et à fortifier leur présence autour de Andreevka. C'est plus ou moins la même chose pour Yunakivka, même s'il y a quand même des combats assez importants. Pour l'instant, alors comme je l'ai dit, les Russes disent que c'est sous le contrôle russe. Deep State Map n'est pas sûr, mais la carte Ukraine Daily Update qui est assez, une carte qui est faite grosso modo avec toutes les informations qu'on a en OSINT sur le développement des combats, notamment, je ne sais pas, une attaque russe, des drones ukrainiens, etc., nous dit qu'il n'y a pas encore vraiment de
un point de pression assez fort sur Yukanivka pour que cette dernière tombe dans les mains des Russes. Quoi qu'il en soit, on est sur une situation très dynamique. Ça fait quelques jours que la carte n'avance pas, donc c'est plutôt positif pour les Ukrainiens. Est-ce que ça restera comme ça? C'est difficile à dire. En tout cas, c'est vrai que la situation est tendue. Après aussi, ce qui est important de prendre en compte, c'est comme vous voyez sur le relief ici, les Russes ont réussi à avancer assez rapidement parce qu'il n'y avait pas vraiment d'obstacles géographiques concrets. C'est de la steppe, grosso modo. Là, en arrivant au bord de Khotyn, en arrivant aussi au bord de Novasic, là, on va commencer à rentrer sur des obstacles naturels un peu plus importants, plus de collines, moins de champs, des petites rivières, notamment autour de Khotyn. Donc voilà, c'est une situation qui est très dynamique. Elle arrive à un moment aussi où les Russes ont perdu, enfin, on arrive plus ou moins à 1 million de pertes russes. C'est arrivé il y a 2 semaines, donc selon les forces ukrainiennes. Donc c'est important de prendre en compte que ce sont bien sûr des chiffres grossis pour le plaisir de la propagande. Et aussi, nous, on aime bien avoir des chiffres ronds, on aime bien les 500 000, on aime bien les 1 million. Quoi qu'il en soit, c'est que de toute manière, les pertes russes sont colossales, sont immenses dans cette guerre pour des avancées tactiques qui ne sont pas très importantes. C'est beaucoup plus des pressions maintenant politiques qu'autre chose, surtout une impossibilité pour les Russes de se retirer de ce conflit parce qu'ils n'ont pas atteint le tiers de leur objectif de 2022. Ils ont pratiquement pris Louhansk, Donetsk, il reste encore 20%, Zaporizhzhia 20%, Kherson 20%. Donc on n'est pas non plus sur un succès tactique, politique, stratégique très important de la part des Russes. Alors je ne pense pas qu'il y ait eu 1 million de pertes. Alors pertes, très important parce que j'ai souvent le commentaire, pertes c'est mort plus blessé. Et en général on parle de 1 mort pour 3 blessés graves. Et alors ce chiffre est un peu grossi je pense selon moi, mais en même temps le média d'opposition russe, Mediazona, quantifie de manière source ouverte, nom par nom, sur les avis de décès et sur les tombes des soldats russes. On est plus ou moins autour de 110 000 morts. On fait un x3 de pertes, donc de blessés, on est autour de 450 000. Et on rajoute toutes les personnes qui sont portées disparues, les milices Wagner qui ne sont pas comptées dans ce recensement, les étrangers qui se battent, il y a beaucoup d'étrangers qui se battent dans les rangs de l'armée russe, de gré ou de force, hein. Il y a beaucoup de témoignages, notamment de Camerounais, de Sénégalais, de Chinois, de Tadjiks, enfin, des peuples d'Asie centrale qui sont arrivés pour travailler en Ukraine, pardon, qui sont venus travailler en Russie et après se sont retrouvés engagés dans l'armée russe. On leur propose en général des contrats à l'arrière des combats, mais dès qu'ils sont engagés dans l'armée russe, ils sont envoyés comme chair à canon pour se faire massacrer par des drones ukrainiens. Et donc voilà, les personnes d'autres nationalités russes ne sont pas quantifiées non plus, et pourtant ils sont quand même, c'est pas négligeable, sans parler bien sûr des Nord-Coréens. Alors je sais qu'à l'époque où je parlais des Nord-Coréens, beaucoup de personnes dans les commentaires disaient que j'étais un propagandiste en chef otanien et un ukraino nazi, mais la présence des Nord-Coréens a été confirmée par les Coréens et par le chef d'état-major russe lui-même, Gerasimov. Donc, enfin voilà, tout ça pour dire qu'on arrive quand même dans une séquence quand même très douloureuse pour les Russes. On est à 1 million de pertes. On n'arrive pas à grand-chose. Je pense que Poutine s'attendait à plus de la part de Trump. Et je pense qu'il doit être assez déçu de Trump. Bon, je pense que tout le monde est déçu de Trump, hein, je pense à titre personnel. Mais du coup, parce que moi je pense qu'il y a vraiment une auto-intoxication des Russes de leur propre propagande. On l'a vu en 2022 quand ils pensaient qu'ils allaient être accueillis comme des héros par les populations russophones de Kharkiv, de Dnipro, etc. Et qu'au bout du compte, ils se sont fait accueillir par des cocktails Molotov et par des grenades et par des brigades territoriales. Donc je pense qu'il y a une auto-intoxication à ce niveau-là de la part des services secrets russes qui pensaient concrètement que les Ukrainiens n'allaient pas se battre et que les russophones étaient contents d'être tout simplement libérés entre guillemets par les forces russes. Et je pense qu'aujourd'hui, on est face à une même forme d'intoxication dans le sens où je pense que les Russes, Poutine, s'attendaient, parce que je pense qu'il y a vraiment cette profonde conviction que l'Ukraine est devenue un protectorat des États-Unis, dans le sens où il y a tellement un mépris des Ukrainiens dans la pensée russe qu'ils sont incapables d'imaginer à un seul moment
que les Ukrainiens puissent penser par eux-mêmes, agir par eux-mêmes, réfléchir par eux-mêmes, se battre par eux-mêmes. Alors, bien sûr, il y a de l'aide occidentale et de l'aide américaine. Bon, il n'y a plus vraiment d'aide américaine depuis maintenant 6 mois, mais admettons. Euh, mais dans les faits, les Ukrainiens se battent pour leur propre survie et c'est eux qui gèrent grosso modo leur défense à 95% dans les faits. Dans le sens aussi bien en termes humains, 60% maintenant bientôt de l'équipement qui est produit en Ukraine, etc., etc., même s'il y a de l'aide des partenaires. Et je pense qu'en fait, dans la pensée de Poutine, il était persuadé que l'Ukraine était vraiment complètement à 100% soumis à Washington, et que par conséquent, si Donald Trump, son ami, arrivait au pouvoir, il allait tout simplement siffler la fin de partie et donner toute la mise à Poutine en disant voilà, bon, les Ukrainiens, c'est terminé, c'est moi qui gère tout de toute manière depuis le début, donc voilà, au revoir, bye, ciao. Et en fait, je pense que aussi bien Trump que Poutine se rendent compte qu'aujourd'hui, euh, les Américains n'ont pas tant dans les faits, euh, de, euh, de points de pression sur les Ukrainiens. Dans les faits, il y a l'armement de toute manière maintenant, alors ça peut faire que du bien à l'Ukraine de recevoir de l'armement américain, hein, mais l'armement américain en 2024-2025 n'est pas aussi important qu'il l'était en 2022-2023. En 2022-2023, ça aurait été beaucoup plus problématique. Maintenant, 2024-2025, avec les Européens qui montent en puissance, avec les Ukrainiens qui développent notamment leur industrie drone, j'ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Donc je pense qu'il y a un peu un moment où en fait, les Russes sont un peu coincés et essayent de faire comme ils peuvent pour pouvoir pousser au maximum. Et moi, je pense personnellement que c'est vraiment la dernière, bah, peut-être que j'ai complètement tort, hein, mais je pense qu'on est quand même sur vraiment la dernière grande offensive d'été, parce qu'après, bah, concrètement, on va avoir l'hiver, moins d'offensives, il y aura toujours bien sûr un front dynamique, hein, le front ne s'arrête pas en hiver, et après il va y avoir les midterms. Donald Trump potentiellement va perdre les midterms s'il n'y a pas un coup d'État entre-temps. Et après, bah, le Congrès a les mêmes pouvoirs en politique étrangère que le président. Donc voilà, comme j'ai dit, moi je pense que je ne serais pas étonné qu'on revote des paquets d'aide à l'Ukraine d'ici la fin des midterms. Mais bon voilà, c'est un autre débat. Aussi, on arrive maintenant aux 10 000 abonnés. On est à 9 800. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre présence. Je vais organiser une FAQ pour les 10 000 abonnés. Donc posez-moi des questions. Il y a déjà certains d'entre vous qui m'ont posé des questions que j'ai notées et je vais prendre un plaisir à y répondre. Donc donnez-moi vos questions. Aussi, abonnez-vous à ma page Substack, c'est lien dans la bio. Et moi, de mon côté, je me réjouis de vous voir bientôt pour une prochaine vidéo.